voilà. Quand on réalise ces réunions, le dirigeant parfois fait des présentations avec des PowerPoint, mais on a trouvé ça plus sympathique en fait, de faire, de faire cette réunion sous forme d'interview et en plus de vous montrer réellement les produits que propose Zilan. C'est bien plus sympathique que de les regarder sur un PowerPoint. Ça va durer il va y avoir une quinzaine de minutes, peut-être 20 minutes, si Alexandre est bavard sur les réponses. Et puis ensuite, on aura vos questions. Voilà, donc merci beaucoup encore. Et je vais démarrer, donc je vais commencer à poser quelques questions à Alexandre. Donc la première, en fait, c'est pour faire connaissance. Alexandre, quel est votre parcours, je crois, d'entrepreneur? Bon, bonjour. Bonjour à tous, merci en tout cas à tous d'être présents. Ce n'est pas un exercice auquel je suis très habitué, mais bon, on va essayer de faire ça en toute simplicité. Alors moi, j'ai un parcours qui à l'origine est un parcours plutôt commercial, puisque j'ai fait des études de commerce, comme beaucoup d'entre nous qui sommes entrepreneurs. Et puis, assez rapidement, je suis rentré dans le milieu des télécoms. Donc, j'ai commencé par vendre de la téléphonie mobile à une époque où c'était un peu le début, c'était dans les années 2000, puisque j'ai dirigé une entreprise qui gérait des flottes de portables, notamment pour Bouygues Télécom à l'époque. Et ça a duré une petite quinzaine d'années. À la suite de ça, j'ai continué à diriger des entreprises, toujours un peu dans les télécoms, mais en rajoutant les standards téléphoniques, l'alarme, la vidéo, tout plein de produits qu'on appelle souvent dans notre jargon les courants faibles. Et ça, j'ai fait ça jusqu'en 2018, date à laquelle arrive Zealand. Alors juste pour revenir un petit peu en arrière, pourquoi Zealand? Du coup, j'ai toujours eu une passion parmi d'autres passions, notamment l'automobile. J'avais une deuxième passion qui a toujours été l'horlogerie. J'ai toujours aimé les montres. Et puis, en 2012, lors d'un achat d'une montre, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les différents modèles de montres qu'il pouvait y avoir à cette époque-là, etc. Et j'ai découvert à l'époque un forum qui s'appelle le Forum Montre, qui est le plus gros forum français de montres, de passionnés de montres. Donc, j'ai commencé par lire tous ces passionnés qui parlaient au quotidien de cette passion qui sont les montres. Et puis, de fil en aiguille, en même temps que la passion des montres, est venu aussi l'apprentissage de la photo, puisqu'en fait, comme beaucoup de passionnés dans plein de domaines, on fait souvent des photos des choses que l'on aime. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'exercer et puis à photographier des montres, comme tous mes collègues de ce forum, puisqu'on faisait tous nos photos de montres, alors soit des photos en mise en scène, soit des photos de nos montres au poignet. Et puis, ça a commencé comme ça. Au bout d'un an ou deux. C'est un forum important, il y a beaucoup de membres sur ce forum. Oui, Forum Montre, c'est le plus gros forum français, il y a à peu près 50 000 membres. Ouf. Si ce n'est pas 60 000 maintenant peut-être. Donc c'est vraiment un forum de passionnés. Et ce qui est très bien dans ce forum-là, c'est qu'en fait, on va retrouver à la fois des gens qui sont passionnés par les montres, et aussi bien des montres entrée de gamme jusqu'à des montres de luxe. Donc en fait, il y a vraiment des jeunes qui viennent, ou même des moins jeunes, qui sont passionnés d'horlogerie, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des montres de luxe, mais qui vont avoir de la Seiko, voilà, tout. On parlera après un petit peu plus précisément des montres, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un panel de passionnés de tout univers. Donc, voilà, donc du coup, j'ai continué à m'intéresser à tout ça, à faire de la photo. Et puis, j'ai découvert en même temps Instagram, qui aussi était déjà un petit peu en place, mais qui commençait à pas mal être connu. Et je me suis créé donc un profil sur Instagram où j'ai commencé à poster mes photos de montres. Voilà. Et ce profil a assez rapidement bien fonctionné, puisqu'assez rapidement, j'ai atteint les 10 000 followers, donc des gens qui me suivent en fait. J'étais plutôt étonné de ça en fait. Et là, c'était en parallèle de Forum Montre. Ouais, en parallèle de Forum Montre. Petit à petit, la partie forum devenait vraiment très chronophage. Ça prend beaucoup de temps en fait d'être impliqué dans les forums. Donc du coup, j'en avais de moins en moins de par aussi mes activités professionnelles. Donc du coup, l'avantage de l'Instagram, c'était plutôt on poste des photos et puis les gens commentent, mais ça ne nécessite pas non plus d'y être constamment. Donc du coup, j'ai développé ça. Et puis, par le biais d'Instagram, du coup, c'est là où en fait on m'a
à l'époque, le fondateur de Zealand, m'a proposé en fait de m'offrir en fait des bracelets pour les installer sur mes montres. Donc c'est Pour comme ça. que vous puissiez en parler sur Juste en faire la promotion sur Instagram. en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Alors j'aime pas le terme influenceur parce que je suis jamais considéré comme un influenceur et puis si j'ai pas du tout la volonté de l'être. Pour autant, des pages où il y a pas mal de gens qui vous suivent, ben, du coup des marques vous proposent des fois de vous offrir des produits pour que vous puissiez en faire la promotion. Donc du coup j'ai accepté en fait des bracelets de Zealand à l'époque. Et puis j'en ai monté sur mes montres et c'est comme ça que j'ai connu en fait les bracelets en caoutchouc de la marque Zealand sur mes montres. Et ça a démarré comme ça, donc j'en ai fait la promotion pendant un peu plus d'1 an. Et puis. Et après, vous avez franchi le pas. Voilà. Et à un moment donné, cette personne donc, qui était le fondateur, donc, qui était un chef d'entreprise australien qui avait créé ça pour se faire plaisir et pour s'apporter un petit passe-temps différent de son métier original, en fait, ne s'occupait pas réellement de la marque. Il avait fait ça, mais c'était vraiment en jachère. Et du coup, lors de plusieurs échanges que l'on a eus, parce qu'on a beaucoup conversé pendant plus d'1 an, à un moment donné, on s'est mutuellement regardé, entre guillemets, parce qu'on faisait une visio, et puis on s'est dit, toi, tu ne veux plus trop t'en occuper, moi, ça m'intéresse. Moi, j'étais dans une phase de remise en cause professionnelle où j'avais envie de changer d'horizon et puis plutôt de continuer à entreprendre, mais cette fois-ci, essayer de trouver un lien avec cette passion qui était l'horlogerie. Et du coup, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dirait que je puisse la racheter? Et puis, il a accepté. Et voilà, aujourd'hui, 2 ans après, je travaille pour Zealand depuis maintenant 2 ans. Je vis de Zealand et puis l'aventure continue. Super. Zealand, à l'origine, c'est la personne à qui vous l'avez racheté, c'est un Australien, mais en fait, il était en Australie. Zealand était une marque australienne, une société australienne. C'est ça, d'où le nom. En fait, c'est quelqu'un qui a passé son enfance en Nouvelle-Zélande, qui habite en Australie. Et de ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait, quand il a créé la marque, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la France, qui est venu plein de fois en France. Donc, c'est aussi quelque part aussi une belle histoire parce que du coup, c'est aussi le pays qu'il aime bien qui aujourd'hui gère la marque. C'est marrant. Et du coup, il voulait avoir une connotation de Nouvelle-Zélande et le fait d'avoir ajouté un E comme ça, Zealand, pour lui, ça sonne un peu français. Donc, du coup, il a donné cette marque-là. Voilà. Alors, moi, quand j'ai racheté la marque, j'aurais pu éventuellement la changer, mais j'ai trouvé que c'était bien de conserver cette marque-là parce que ça montre l'origine de la marque et je trouve que c'est plutôt bien. D'accord. Merci. Alors, Zealand, donc on en parle depuis tout à l'heure, mais que propose Zealand? Alors, Zealand, en fait, c'est aujourd'hui un acteur sur le marché des bracelets de luxe pour montres de luxe. Donc, aujourd'hui, on fabrique. J'ai dit on fabrique parce qu'en fait, c'est un produit qui est unique. C'est-à-dire que ce produit-là n'existe que chez Zealand. C'est un produit qui est fabriqué dans un moule qui nous appartient, qui a été fait spécifiquement par nos designers. Donc, on fabrique ce bracelet-là en plusieurs coloris. Ces bracelets-là s'installent sur des montres notamment Rolex et Omega, qui sont les 2 marques principales sur lesquelles nos bracelets se montent. On a quelques compatibilités avec d'autres marques. Donc, là, vous en avez quelques exemples. Ça, c'est un modèle Omega qui est assez connu, qui est la montre qui a été portée par James Bond, par Pierce Brosnan dans GoldenEye, pour les fans de 007, dont je fais partie. Moi aussi. Vous avez ici un autre modèle qui a été porté aussi par James Bond un peu avant, mais ça, c'est une plus ancienne, qui est une Rolex Submariner, qui est un modèle aussi emblématique de la marque. Voilà, donc, tous les modèles que vous avez là, en fait, sont soit des Omega, soit des Rolex. Et donc, les bracelets se montent sur ces modèles-là. Donc, c'est des bracelets qui sont en caoutchouc, qui sont dans un caoutchouc très haut de gamme, puisqu'on n'est pas sur du silicone, on est sur vraiment la meilleure qualité de caoutchouc qui existe et qui permet d'avoir un produit qui est souple, confortable, qui est doux au toucher, qui n'accroche pas les poils, qui… Je confirme, vous ne pouvez pas toucher, mais c'est doux. Voilà, qui n'accroche pas la poussière, ça c'est très important. Souvent, quand vous achetez des bracelets ou que vous achetez des montres de sport, par exemple, pour courir ou autre, on s'aperçoit que souvent, ça accroche la poussière et on a donc plein de petits pigments qui viennent s'accrocher. Sur nos bracelets, ce n'est pas le cas. C'est ce qui fait aussi la différence de la qualité de ces produits-là. Et qu'attendent les acheteurs de bracelets, de ce type de bracelet également. C'est ça. Ils attendent d'avoir un produit qui soit de grande qualité
aussi sécure, hein, parce qu'en fait, il y a une notion de sécurité importante, puisqu'il faut que le bracelet tienne bien la montre, puisque on est sur des montres qui valent cher. Et donc, le but, c'est pas de les faire tomber. Donc, il faut que le bracelet soit bien accroché à la montre, tienne bien. Donc, du coup, il y a aussi cette notion-là qui est importante, c'est d'apporter un produit qui soit bien intégré à la montre. D'accord. Alors moi, je me pose une question. Je me pose la question de savoir, mais les marques telles que ces marques haut de gamme que vous avez citées, elles n'ont pas leur propre bracelet en caoutchouc de couleur. Ça n'existe pas. Alors, le propose si, pas. ça existe, peu. Si on prend Rolex, par exemple, est venu récemment sur le marché avec un produit en caoutchouc sur 2-3 modèles de leur gamme. Mais pour autant, ils ont un produit qui est unique, qui est un bracelet noir sur 3 modèles spécifiquement de Rolex. C'est austère. Ouais, c'est vraiment leur vocation, c'est pas de faire ce genre de produit. Ils l'ont probablement fait parce qu'il fallait qu'ils aient réaction. Voilà, en réaction. Mais pour autant, leur métier, c'est de faire des produits en acier et en métaux précieux, donc de l'or notamment, de la platine, etc. Donc du coup, c'est vrai que leur vocation, c'est pas de faire du caoutchouc. Après, peut-être que le niveau de marge par rapport aux marges qu'ils connaissent au niveau de leur bracelet en acier ou de leur montre n'est pas suffisant pour eux. C'est aussi un critère, effectivement, c'est qu'un bracelet pour des montres comme ça, en moyenne, ça vaut dans les 1 000 €, un bracelet en métal. Les bracelets en caoutchouc qu'eux vendent de leur propre marque, ils les vendent entre 300 et 500 € le bracelet. Donc, il faut aussi qu'en face, les clients veuillent mettre ce prix-là pour avoir des bracelets siglés de la marque. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est sur un marché, nous, avec des tarifs inférieurs à ça et qui permet à nos clients d'avoir de la couleur, du motif, enfin, plein de choses, mais à des tarifs quand même plus abordables parce qu'on est quand même sur un accessoire, quoi qu'on en dise. On n'est pas sur un produit qui va remplacer à 100% le bracelet métallique. On est sur un produit qui va venir de temps en temps accessoiriser la montre. Alors, pourquoi les gens achètent les bracelets Ziland? Parce que bon, vous avez des concurrents, on en parlera un peu tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils achètent les bracelets Ziland? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question-là. La première, c'est qu'on est un des acteurs justement sur ce marché-là. Donc, comme mes concurrents en vendent, moi aussi j'en vends. Bien sûr. Ça, c'est la première réponse. On n'est pas les seuls. Donc, c'est un produit qui existe déjà depuis pas mal d'années. Et donc, on est un des acteurs. La deuxième, c'est probablement aussi notre présence sur les réseaux sociaux. On est plutôt présent, même très présent. Beaucoup sur Instagram, beaucoup sur Facebook. On est assez présent aussi sur les forums, puisque moi, je connais un petit peu ce milieu-là, puisque j'en suis issu. Et j'ai aussi rencontré, et je suis aujourd'hui à la tête de Ziland aussi grâce à ça. Parce que si j'avais jamais été sur ces forums-là, je ne me serais jamais intéressé aux montres au point où je m'en suis intéressé depuis pas mal d'années. Ensuite, ce qui fait aussi la différence par rapport à nous, c'est notre positionnement prix. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi j'ai racheté la marque, j'ai souhaité en fait essayer de un petit peu démocratiser ce produit-là. Et un des leviers pour le démocratiser, c'est probablement d'avoir trouvé un positionnement prix qui soit à la fois pas trop cher, ce qui aujourd'hui est le cas de mes concurrents qui sont là depuis, pour certains, une dizaine d'années. Donc, je me suis positionné sur un prix inférieur au leur, sans pour autant être sur un prix trop bas, parce qu'on est aussi sur une clientèle qui achète des montres de luxe et qui ne comprenait pas et ne comprendrait pas d'acheter un produit peu cher. Donc, il fallait trouver le bon positionnement pour que ça soit un bon prix psychologique, comme on dit souvent. Et en l'occurrence, on est sur un tarif aujourd'hui qui est de 150 €. Et probablement qu'à l'avenir, ce tarif-là va rester, quels que soient les modèles de montres sur lesquels on sera. On va essayer de garder ce positionnement prix à peut-être à une vingtaine d'euros près, mais en fonction des modèles et du prix de revient que l'on aura. Mais l'idée, c'est de rester sur cette fourchette de prix-là. Donc, les concurrents sont plutôt au-delà de 200, entre 200 et 250 €. Donc, on est en gros une cinquantaine d'euros, entre 50 et 70 € moins cher qu'eux. D'accord. Plus grand nombre. Qui nous permettent à nous de gagner correctement notre vie pour continuer à nous développer et apporter justement des réponses à des clients qui nous demandent quand est-ce que vous allez faire un bracelet pour tel ou tel modèle de montre. Donc, ça nous permet aussi de continuer à nous développer et aussi grâce à des projets comme Praxel, puisqu'on va en parler après. Mais il y a aussi la partie
positionnement prix, c'est important. Il y a aussi notre présence aussi sur les réseaux sociaux, la proximité qu'on apporte. Souvent, les gens me disent que ils ont souvent affaire à moi dans les réseaux sociaux notamment, parce que c'est moi qui m'en occupe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'ils puissent me parler, qu'ils puissent me poser des questions, ça y fait. C'est un plus. Donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer de continuer dans le développement de Zealand. Je pense que c'est quelque chose que je vais conserver moi comme étant un de mes rôles, c'est de garder ce contact-là parce que les gens aiment parler aux fondateurs, aux propriétaires de la marque et à une personne qui est passionnée comme eux, en fait. Bien sûr, ça se comprend. Ça se comprend. Alors, on va parler un petit peu du marché. Alors, première question sur le marché. Est-ce qu'il y a actuellement des tendances justement dans ce domaine des bracelets, peut-être des bracelets pour les montres de gamme? Est-ce qu'on voit des tendances apparaître? Oui, alors des tendances, il y en a. La première tendance, c'est la clientèle de ce genre de montre-là, de ce genre de marque et surtout de montres. Donc en général, de façon générale, les montres un peu de luxe, comme on le dit, la tendance, c'est d'avoir un bracelet qui est ajusté à la montre. Donc c'est d'avoir un bracelet qui vient épouser la forme de la montre et donc d'avoir quelque chose qui soit vraiment adapté à la montre que l'on porte. Il existe un très grand nombre de bracelets de plein de matières qui peuvent être adaptables, c'est ça? Qui peuvent être adaptables, donc ce qu'on va appeler des bracelets, on va les appeler des bracelets génériques. Mais qui ne sont pas adaptés. Et qui ne sont pas adaptés, comme l'on l'indique. Et du coup, c'est bien. C'est bien sûr bien moins cher, mais pour autant, on n'a pas le même niveau d'intégration comme là, sur cette montre-là, ou sur toutes. On va avoir un bracelet qui va épouser vraiment la forme de la montre, qui va venir s'emboîter dans la montre et remplacer le bracelet original. Je ne sais pas si on le voit, je vais essayer de vous le montrer de plus près, mais je les ai regardés tout à l'heure et en fait, ils épousent vraiment le boîtier, la forme du boîtier. Du coup, je me suis permis d'en porter une tout à l'heure. C'est vrai que c'est très, très agréable. Ça rajoute au confort. Ça ajoute au confort. Donc ça, c'est une première demande, c'est d'avoir des bracelets qui soient vraiment adaptés à chacune des montres. Et le projet Prexam va nous aider aussi à continuer à développer ça et à avoir d'autres modèles à la gamme. Ensuite, il y a bien sûr les couleurs. Vous le voyez ici. Nous, on a 6 couleurs aujourd'hui. Quand j'ai racheté moi la marque, il n'y avait que 3 couleurs. Il y avait le noir, le vert et le bleu à l'époque. Donc, j'ai rajouté le blanc, le orange et le rouge depuis. On a d'autres couleurs qui sont dans les tuyaux, comme on dit. Donc, la notion de coloris, c'est un élément important. Les gens sont demandeurs, les clients sont demandeurs de couleurs. La volonté des clients, c'est aussi de pouvoir personnaliser la tenue de leur montre, en fait, comme ils vont le faire. De leur tenue. Voilà. En fait, ça devient un accessoire. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que nous, les hommes, on a très peu de bijoux. On a essentiellement une montre. Donc, du coup, c'est un peu notre bijou. À la différence de mesdames qui peuvent avoir des boucles d'oreilles, les hommes aussi, mais des colliers, des pendentifs, des bracelets, etc. Nous, on n'a pas grand-chose, mais ça part de temps en temps un bracelet, une alliance, une bague et une montre. Donc, c'est vrai que les clients souhaitent accessoiriser leur montre et pouvoir du coup les assortir avec leur tenue, leurs habits. Donc, ça, c'est une des tendances. Ensuite, si on reste dans le domaine du caoutchouc, il y a des perspectives d'évolution sur de la bimatière, c'est-à-dire venir rajouter dans le caoutchouc et intégrer de la matière. Ça peut être du tissu, ça peut être de la toile, ça peut être une couleur différente. Donc ça aussi, c'est une des tendances qui se profile. Donc on y réfléchit sur des modèles à venir. Si on devait estimer la taille du marché donc des bracelets, des bracelets en caoutchouc adaptables à ces montres haut de gamme. C'est très très compliqué. Aujourd'hui, ils se vendent des millions de montres par marque. Ces chiffres-là sont souvent confidentiels. On entend souvent dire que Rolex vend 1 million de montres par an. Bon, très bien. Et ça depuis 60 ans ou 50 ans, plus de 50 ans. Donc, du coup, aujourd'hui, savoir le potentiel, c'est un peu compliqué, d'autant plus que tout le monde n'installe pas un bracelet caoutchouc sur sa montre. Bien sûr, bien sûr. Pour autant, il s'en vend des centaines de milliers dans le monde, tout modèle confondu, que ce soit des modèles plutôt haut de gamme ou des millions plutôt par an de tout modèle confondu. Ce qui est certain, c'est que sur ce marché-là, il y a encore beaucoup de choses à faire et on n'est vraiment pas inquiet sur le fait que ça puisse perdurer. Ça fait plus de 10 ans que ça existe et aujourd'hui, il y a un engouement qui est de plus en plus important et des marques comme la nôtre se développent et c'est bien qu'il y ait une attente et de la demande. Bien sûr. Alors, justement, on disait ça fait une dizaine d'années que cela existe.
Donc, Ouais. on arrive un peu aux concurrents. Oui. Aujourd'hui, vous avez quels sont les principaux concurrents? Ce sont des grosses sociétés, elles sont en France, à l'étranger. Alors, les dimensions des entreprises, c'est un peu compliqué parce que souvent, c'est des entreprises qui sont à l'étranger. Donc, Ouais. c'est assez facile en France de retrouver et d'avoir des indicatifs sur la dimension d'une entreprise, mais pour autant, à l'étranger, c'est plus compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que ce marché-là a été initié par un fabricant américain qui s'appelle Rubber Bay, qui est le premier qui a fait ce genre de produit-là et qui l'a fait à l'époque exclusivement pour Rolex. Donc, c'est celui qui a créé des bracelets caoutchouc pour Rolex. Ça existait probablement avant pour d'autres marques, pour d'autres modèles, mais pas des bracelets intégrés. Oui. Il s'est fait connaître avec des bracelets qui viennent épouser la forme du boîtier et qui viennent s'intégrer à la place du bracelet d'origine. Donc, on n'est plus dans du bracelet générique, on est dans du bracelet spécifique à un ou plusieurs modèles de la gamme Rolex. Ils ont démarré comme ça en 2010. Aujourd'hui, c'est probablement le plus gros. On ne sait pas trop parce que c'est compliqué de savoir aussi les volumes de vente de ces gens-là. Hein. Mais pour autant, c'est aujourd'hui un des plus connus. Quand on parle de bracelet caoutchouc, la marque Rubber Bay est très connue. C'est comme dans le pneu Michelin ou Goodyear. C'est vraiment des acteurs très forts. Ensuite, il y a un deuxième concurrent qui est arrivé en 2012, donc 2 ans après, qui s'appelle Everest, qui est aussi un gros acteur de ce marché-là. Peut-être que c'est le premier, on ne sait pas trop non plus. Ouais, difficile. C'est probablement celui qui est le plus présent au niveau des réseaux sociaux. C'est celui qui est le plus actif, en tout cas. Rubber Bay est quand même plus discret. Là, c'est pareil. Ils font beaucoup de bracelets, essentiellement pour Rolex, mais aussi, ils font aussi pour Tudor et pour Omega. Ils font pas, mais ils font pour Tudor, ils font pour Rolex, ils font pour Panerai. Donc, c'est aussi un gros acteur. Il y en a un troisième qui est arrivé sur le marché, mais qui, lui, est sur un positionnement prix qui est similaire au mien, mais qui n'a pas du tout la même qualité de matériaux, puisqu'on est sur du silicone. Mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce soit Rubber Bay ou Everest, sont exactement sur le même matériau que moi, donc en l'occurrence du caoutchouc vulcanisé. Donc FKM vulcanisé, qui est donc la meilleure qualité de caoutchouc qui existe sur les bracelets. Donc ce troisième acteur qui est Aurus Strap, qui est un acteur aussi très présent, très branché pour le coup la coloris, fun. C'est quelqu'un qui est très bon aussi au niveau réseaux sociaux. Et lui, il est sur un produit qui est en silicone, donc il touche une clientèle de gens qui peuvent apprécier cette matière qui est quand même bien moins noble que le caoutchouc vulcanisé. Et après, il y en a d'autres. Il y a des Zilan de bis, entre guillemets. Hein. Il y en a 2 ou 3 encore. Il y a un anglais, il y a un espagnol. Mais là aussi, c'est compliqué de savoir si ces gens-là sont plus ou moins importants. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, Zealand, c'est probablement, on est probablement dans les 5 premiers au monde, en tout cas en termes de notoriété. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle sur des forums de bracelets caoutchouc, on est souvent dans les 3-4 premiers qui sont cités. Et sur Omega, on est aujourd'hui le premier. C'est ça. Quelles peuvent être les prochaines opportunités, alors justement, concernant ce marché pour Zealand? Alors, les opportunités, c'est continuer à développer ce que l'on fait aujourd'hui, hein, c'est des bracelets caoutchouc, mais cette fois-ci de continuer à développer pour d'autres modèles. C'est un petit peu comme des dimensions de pneus. Hein. Aujourd'hui, on a un pneu qui va sur les jantes en 17 pouces, par exemple, et puis il nous en faut un pour la 18 pouces, la 19, la 20 pouces. Et puis après, il y a les largeurs, donc il y a les diamètres, mais aussi les largeurs. Donc, il faut qu'on continue à développer des produits sur des bracelets, sur des modèles de montres auxquels on croit. Donc, pour le coup, c'est le fait de ressentir un marché sur telle ou telle marque, sur tel ou tel modèle. On a tous plus ou moins des affinités avec les marques. Moi, personnellement, je suis passionné de Rolex et d'Omega, mais bon, on ne va pas se limiter à ces 2 marques-là. On va ouvrir un petit peu le panel et on va aller chercher et répondre à des demandes de clients qui veulent qu'on vienne sur d'autres marques. J'ai 2 questions concernant la communication et la distribution. Comment vous faites-vous connaître? Comment Zealand se fait connaître? Et ensuite, comment le produit est distribué? Alors, Zealand se fait connaître par tous les moyens qu'on connaît tous aujourd'hui. Hein. On n'a rien inventé sur le sujet, si ce n'est qu'on est très présent. Il y a bien sûr les réseaux sociaux. Instagram, j'y suis moi
depuis pas mal d'années, à la fois sur mon compte perso et donc du coup, la marque Zealand a aussi sa page Instagram. On n'a pas indiqué le nom des pages Instagram, mais on peut peut-être les citer. Oui, alors moi, mon profil C'est perso. placement de produit. Ouais. Alors, mon profil perso, c'est Apia, A-P-I-A, attaché création au pluriel. Donc, ça, c'est mon pseudo qu'on retrouve à la fois sur Instagram, mais aussi souvent sur les forums. Mon pseudo, c'est Apia, tout court. Donc, Apia création, en un seul mot, à la fois sur Facebook et sur Instagram. Ensuite, la marque, c'est Zealand, donc Z-E-A-L-A-N-D-E, officiel, donc comme officiel, mais en anglais. Donc ça, on retrouve ce nom-là sur Instagram et également sur Facebook. Et le site internet, c'est zealand.com, ça c'est assez facile, Z-E-A-L-A-N-D-E.com. Donc du coup, on est présent beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on publie au moins une fois par jour sur Instagram des photos d'exemples de montres, de photos situation, de voilà. Donc c'est des photos de clients essentiellement, clients, des ambassadeurs, donc des gens qu'on a recrutés dans le monde entier et qui sont des passionnés de montres et qui ont eux-mêmes des montres qui correspondent à nos bracelets et qui vont donc nous faire des belles photos. Donc ça c'est réseaux sociaux Facebook, Instagram. On est aussi présent sur des forums, bien sûr, sur les forums américains, sur les forums français, parce qu'essentiellement, c'est vraiment ces deux continents-là, enfin ces deux pays-là où il y a des forums après spécifiques dans les pays, mais du coup, moi, ne maîtrisant pas autre chose que le français, l'anglais, un petit peu l'espagnol, mais du coup, on a des clients qui, par contre, eux, se chargent gentiment de nous faire de la publicité et de parler de Zealand sur des forums, que ce soit européens ou même asiatiques ou dans les pays arabes, etc. Donc, c'est vrai qu'on a une grosse communauté dans tous les continents de façon générale. La distribution, on n'a pas parlé de la distribution. Comment vous vendez les produits? Aujourd'hui, 80% aujourd'hui de nos ventes sont réalisées sur le site, sur la boutique en ligne de Zealand, donc la boutique en propre que l'on a sur Internet. Et ensuite, petit à petit, on développe également le réseau de revendeurs dans le monde entier. Donc, on a aujourd'hui un peu plus d'une dizaine de revendeurs qui, certains, ont plusieurs points de vente. On a un Français, par exemple, qui a 8 points de vente en France, qui s'appelle Crésus. Et puis après, on a des indépendants. Donc, en fait, les sociétés qui distribuent nos produits sont en général des vendeurs de montres d'occasion, parce que les marques en propre ne vendent pas nos bracelets. Donc, les revendeurs Rolex, Omega, etc., n'ont pas réellement le droit de vendre des produits autres que de la marque. Par contre, des revendeurs de montres d'occasion, et il y en a beaucoup dans toutes les villes dans le monde entier, revendent de l'accessoire. Et donc, certains revendent des bracelets Zealand. Donc, on est présent en France, on est présent en Angleterre, on est présent en Suisse, on est présent à Dubaï, on est présent au Japon, à Hong Kong. Voilà, et puis on est en phase de développement sur ce créneau-là. Aujourd'hui, notre stratégie de demain, c'est de continuer à se développer également sur ce créneau-là. Puisqu'aujourd'hui, les clients qui sont des passionnés, qui ont l'habitude de démonter des bracelets, vont pouvoir acheter assez facilement en direct sur notre boutique. Mais par contre, ceux qui ne savent pas faire, mais qui ont envie d'avoir un bracelet comme ça, sont obligés en fait d'avoir recours à quelqu'un qui va pouvoir le faire à leur place. Et c'est là où le réseau de revendeurs prend tout son sens, puisque ces revendeurs-là sont des passionnés également et ont l'expertise et le savoir-faire de démonter un bracelet, de le monter sur le bracelet du client. Et puis c'est aussi pour eux une vente additionnelle aussi. Ils vendent la montre, mais ils vendent aussi le bracelet. On n'en a pas parlé, mais on fait aussi une gamme de produits en cuir fabriqués spécifiquement pour nous, qui sont des pochettes dans lesquelles on vient ranger en fait les montres quand on part en week-end, ou quand on veut les stocker à la maison ou les amener à la banque ou autre. Donc, on fait aussi ces accessoires-là, les revendeurs le font aussi. Donc voilà. Le réseau direct, le réseau indirect, on est présent sur quelques marketplaces, notamment sur Amazon, parce qu'il y a aussi de la demande, donc on y est. On y est en direct sur la partie européenne, on va y être prochainement sur les États-Unis. Il y a des clients qui veulent acheter sur Amazon. Donc, il faut qu'on y soit. Voilà, donc on y est. Vous avez cité Crésus, donc on va parler de chiffres. Ouais. C'est une bonne transition. Vous en êtes où cette année en termes de vente? Vous en êtes à votre deuxième année depuis la reprise de Zealand. Comment se déroulent les ventes? Alors, ça se passe plutôt très très bien. Puisqu'en fait, moi j'ai repris fin d'année 2018. On a réouvert la boutique vraiment le 12 décembre 2018 pour être exact. Sur un premier exercice, aujourd'hui,
au moment où je vous parle, à 2 000 € près, on a doublé le chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc aujourd'hui, on est sur une projection sur l'année qui est aux alentours des presque 300 000 €. On est déjà à un peu plus de 160 000 € déjà depuis le début de l'année. Donc on est en gros développement. On a un fort développement et ça se passe plutôt très bien. Et c'est plutôt super encourageant donc, pour l'avenir. D'accord. Félicitations. Du coup, pour l'avenir, quelles sont les prochaines étapes, justement plutôt, ça revient également, donc vous souhaitez emprunter 60 000 € sur Praxair. En d'autres termes, à quoi vont servir les fonds? D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est depuis le début en mode autofinancement. Et puis, aujourd'hui, on a la chance, en fait, d'avoir réussi à épargner pas mal d'argent. Et du coup, aujourd'hui, le projet Praxair, c'est un levier supplémentaire à un développement, quoi qu'il arrive, qu'on a prévu de faire. La seule différence, c'est que grâce à Praxair, on va pouvoir aller un peu plus vite et on va surtout pouvoir faire plus de modèles que ceux qu'on avait déjà prévus initialement. Donc, en gros, Praxair, aujourd'hui, c'est une prévision de 40% à peu près de ce qu'on va, un peu moins de 40% de ce qu'on va investir d'ici à la fin de l'année dans les projets de développement. On est sur, en gros, 120 000 € à peu près d'investissement prévu. 150 000 € au total. Donc, on a à peu près 80 000 € qu'on va autofinancer et le reste grâce à Praxair. Donc, l'objectif de ce budget-là, c'est de nous aider à fabriquer en fait des nouveaux moules, puisqu'en fait, un bracelet en caoutchouc, c'est quelque chose qui est fait dans un moule chez un fabricant, et chaque bracelet étant unique, chaque bracelet égale un moule. Un moule, ça vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, et ensuite, une fois qu'on a le moule, c'est pas fini. Derrière, il faut produire. On a des minimums de fabrication parce que les fabricants qui sont spécialisés dans le caoutchouc, chez qui on met notre moule, vont vouloir avoir aussi un niveau de rentabilité sur ce qu'ils produisent. Et donc, du coup, vont nous imposer un certain nombre de centaines de produits à chaque couleur. Donc, du coup, quand on veut sortir un bracelet en plusieurs couleurs, ça implique d'en acheter plusieurs centaines de plusieurs couleurs et de plusieurs modèles. Donc, du coup, tout ça coûte beaucoup d'argent et l'objectif de ce financement et de tout l'argent qu'on investit, c'est de pouvoir financer justement plusieurs moules pour plusieurs montres, plusieurs modèles de montres et ensuite de financer aussi une partie de tous les coloris qu'on va fabriquer. D'accord. Merci beaucoup. Une dernière, une ultime question. Après, on laissera les participants poser des questions s'ils le souhaitent. Une ultime question. En fait, pourquoi je ferais un prêt à Zealand? Qu'est-ce qui devrait me motiver à prêter dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a un dernier argument choc qui… Je ne sais pas si c'est un argument choc. Aujourd'hui, Zealand, c'est une entreprise qui est jeune, qui a 2 ans, mais qui, de par les chiffres que je vous ai annoncés… j'ai déjà fait, j'étais convaincu. Voilà, on a déjà un premier bilan qui est positif. On est sur un deuxième bilan qui va être 3 fois meilleur, puisqu'on est sur une projection au moins à 3 fois le chiffre d'affaires l'année dernière. Aujourd'hui, Zealand, c'est une entreprise française, donc ça c'est important aussi par rapport à Praxair. Notre stratégie de demain, c'est d'aller de plus en plus vers 100% de la production sera probablement faite en France d'ici probablement la fin de l'année, voire l'année prochaine. Ça, c'est une vraie volonté que l'on a. Ce n'est pas encore le cas. On est en partie suisse, en partie sur certaines petites pièces, on peut avoir de l'Asie, etc. Donc, on avance de plus en plus vers une fabrication, en tout cas française, voire européenne, sur certains produits. Donc ça, c'est aussi important parce que, et c'est pas lié au Covid, c'était déjà une stratégie que moi j'avais depuis le début. J'avais vraiment envie de faire travailler les entreprises françaises, donc c'est quelque chose qui est en train de se produire. J'ai déjà 100% du packaging. Déjà, le packaging, vous me disiez tout à l'heure. Le packaging a été fait et sur Bordeaux aujourd'hui. Donc ça avance petit à petit. On a déjà ce packaging-là qui est tout récent. Les bracelets aujourd'hui sont suisses, mais demain probablement sont probablement français demain. Même si dans ce métier-là, c'est la Suisse qui prime, du coup, moi, je fais le choix de m'orienter vers la France. C'est aussi quelque chose qui plaît
à la clientèle internationale. Je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, la clientèle aujourd'hui est de l'ordre de 70 à 80% des clients sont étrangers. Hein. Donc, en fait, et quand j'ai étranger, j'ai à peu près 30% européens et j'ai 70% qui est en dehors de l'Europe. Voilà. Et la France doit peser 10 à 12%. Et après, ils sont plutôt côté États-Unis ou Asie? Ouais, il y a États-Unis, Moyen-Orient, et puis ouais, États-Unis, Moyen-Orient, et puis après on a peu d'Asie. D'accord. Mais États-Unis, Moyen-Orient. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça. D'accord. J'ajouterais juste la qualité, enfin, la recherche de la qualité, parce que j'ai regardé, je les ai touchés, je les ai dans les mains. Et jusqu'au packaging, vraiment le packaging est très qualitatif et on voit l'attention que vous apportez à vos produits. C'est une marque d'attention. C'est important, ouais. Ouais. On touche encore une fois des gens qui sont soucieux de ça. Alors, encore une fois, les montres de luxe, ce n'est pas forcément destiné qu'à des gens qui sont fortunés. Hein. J'ai plein d'amis, et moi le premier, hein, je ne suis pas quelqu'un de fortuné, qui ont des jolies montres et qui ont investi là-dedans, qui ont économisé beaucoup d'argent pour avoir la montre de leur rêve. Donc aujourd'hui, on se doit de leur apporter un produit qui soit en phase avec ça. Et c'est vrai que quand on apporte cette attention-là au produit, les clients de suite le voient. Et c'est vrai que c'est important, le détail est important. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce témoignage et cette interview. Je sais que c'est un exercice compliqué. Est-ce qu'on a quelques questions ou est-ce que vous souhaitez poser, alors en ligne, je crois, sauf si je me trompe, mais je ne crois pas avoir de questions. Est-ce que, alors vous pouvez poser, activer votre micro ou me demander de l'activer et vous pouvez poser également vos questions de vive voix si vous le souhaitez. C'est à votre convenance. Alors, donc moi j'ai une question pour vous, Alexandre. Est-ce qu'il y a un niveau de qualité de montre ou de prix de montre en dessous duquel ou jusqu'auquel vous n'irez pas pour adapter vos bracelets? Alors, oui et non. Ça y est, j'ai activé. Si jamais il y en a qui veulent poser des questions, c'était pas activé, c'est de l'activer. Merci pour les autres. Alors, en fait, de par le prix du bracelet qui aujourd'hui est vendu 150 € et qui est un prix sur lequel on va rester, comme je le disais tout à l'heure, à 20 € près, on va rester dans ces gammes de prix-là sur les bracelets que Ziland va produire parce que c'est le bon prix à la fois pour que l'entreprise puisse continuer à se développer, mais également pour qu'on puisse aussi permettre à un revendeur d'avoir de la marge et de vendre nos produits. De par ce prix-là, on peut croire qu'un client qui aurait une montre qui vaudrait 150 ou 200 € ne mettrait probablement pas 150 € dans le bracelet. Bon. Pour autant, aujourd'hui, on a notamment une marque qui s'appelle Seiko, sur laquelle notre bracelet est compatible sur un modèle en particulier, et un modèle qui vaut dans les 400 ou 500 €, donc il reste un modèle entrée de gamme, on va dire, chez Seiko. Et du coup, on a quand même des ventes qui sont faites sur ce produit-là parce que justement, les clients ont du mal à trouver des bracelets pour ce modèle-là de montre qualitatif, qui ne soit pas en silicone ou dans un matériau plastique désagréable ou qui attrape la poussière, etc. Donc, pour l'instant, je n'ai toujours pas répondu à votre question, mais on va dire qu'on va essayer d'avoir des produits qui soient compatibles avec des montres pas forcément trop chères, donc pas forcément que chez Omega, Rolex ou des grandes marques comme ça. On va essayer de démocratiser un petit peu nos produits pour qu'ils puissent être adaptables sur des montres un peu moins chères, mais on n'ira pas sur des montres trop pour entrée de gamme parce qu'on n'aura pas les clients en face, tout simplement. Alors, j'arrête après, hein. Mais puisque la parole m'est donnée, il y a des montres un peu sentimentales en fait, où le prix en fait ne reflète pas l'envie qu'on a envie d'y investir, soit parce qu'on l'a hérité, soit parce que c'est une montre un moment de vie. Au fond, c'est aussi ça, hein, les montres, il me semble, ça cristallise un moment de vie, en tout cas parfois. Et du coup, le bracelet universel, même pour une montre pas chère qui nous aurait été donnée par notre arrière-grand-père, je ne sais pas, celui-là, il est utopique, Alexandre? Ou bien il est possible? Il est possible. Il est possible et il est prévu, puisqu'on a quand même aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une difficulté dans ce métier-là, c'est de pouvoir répondre à tous les besoins des clients.
Et J'en profite, je fais mon archive. du coup, si on prend cet exemple-là de montre, par exemple, bon là, ok, le bracelet est intégré à la montre, mais dans le cas où cette montre-là n'est pas de bracelet intégré, on peut avoir effectivement des clients qui veulent avoir un bracelet qui ne soit pas forcément intégré à 100% à la montre, donc qui soit plus générique, comme on l'a dit tout à l'heure, mais qui va nous permettre de toucher quand même des gens qui vont quand même avoir envie d'avoir un bracelet de qualité. Donc dans la bonne matière, dans le bon caoutchouc, agréable, souple, etc. Donc du coup, on a prévu, pour toucher un certain nombre de modèles de montres sur lesquels on a des demandes, mais de clients qui ne veulent pas forcément avoir le bracelet qui est plus de la forme de la montre, on va avoir des bracelets génériques. Du coup, ces bracelets génériques, la seule contrainte que l'on a, c'est juste de gérer la largeur. Donc, une largeur standard, c'est souvent 20 mm, mais il n'y a pas que 20 mm, il y a du 20, du 22, du 24. Donc, il est prévu qu'on sorte à terme des bracelets génériques qui vont pouvoir s'adapter sur aussi bien une Seiko qu'une Festina ou même une Rolex, mais qui n'aurait pas besoin d'avoir un bracelet intégré comme on l'a aujourd'hui sur certains modèles. Monsieur Chevillou, bonjour. N'est-il pas possible de fabriquer un bracelet combo dans une même marque? Une Rolex Cellini. Ah, d'accord. Ok. J'ai une Rolex Cellini. D'accord, ok, très bien. Alors, bon, vous avez une très bon modèle de Rolex, puisque c'est une gamme de produits Rolex qui est plutôt des montres habillées, sont plutôt des montres habillées, très élégantes. Alors, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de réponse sur le marché sur ces modèles-là. Probablement parce que vous avez un modèle de montre qui est assez habillé et que ça va être assez compliqué de trouver une clientèle de personnes qui veuillent avoir du caoutchouc sur les montres habillées. Même si Rolex a montré sur certains modèles, comme la Daytona notamment, mais qui à la base n'est pas forcément une montre très habillée non plus, qu'il était possible de mettre du caoutchouc dessus, et nous d'ailleurs nos bracelets sont compatibles avec la Daytona. Sur la Cellini, on pourrait imaginer, je ne sais pas quelle est la largeur, mais ça va être du 20 mm. On pourrait, oui, voilà, c'est effectivement un modèle. Ouais, je viens de la regarder. C'est vrai qu'elle est belle. On va pouvoir répondre probablement à votre besoin prochainement. En noir. Ouais. Avec un modèle qui serait générique et qui pourrait aller sur du 20 ou du 22. C'est dans les cartons. On a prévu dans le projet d'aller vers ce genre de produit en complément de modèles très adaptés. Allez, je prends une autre question. Alexandre nous a parlé de chiffre d'affaires, mais il n'a fait aucune allusion à la CAF, la capacité d'autofinancement. Ouais. Du coup, de quel ordre est cette capacité d'autofinancement? Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure en parlant du budget que vous allez allouer justement au développement. Donc, c'est de l'ordre de 80 000 euros de mémoire, c'est ça? Ouais. Nous c'est notre budget actuel pour le développement. Bon, sachant que ce budget-là, il augmente de mois en mois parce qu'on a aujourd'hui une forte capacité à pouvoir investir parce qu'on est en fort développement et qu'on génère de plus en plus de chiffres d'affaires et qu'on est une petite structure, donc avec peu de frais, peu de charges. Donc aujourd'hui, ça nous permet en fait d'avoir à la fois une excellente rentabilité, mais également une capacité justement à autofinancer à la fois sur nos fonds propres, mais également sur des projets comme Prexem. Okay. Du coup, l'ordre de mémoire, hein, la CAF actuelle, si on la réactualise à date, elle est de l'ordre de 80 000 euros. Voilà. Donc, en tout cas, elle le sera pour la fin de l'année sur un chiffre d'affaires de 240 000 euros, ce qui vous donne à peu près le pourcentage en rapport de chiffre d'affaires. Voilà, avec des frais de structure qui aujourd'hui restent faibles et très maîtrisés par Alexandre, qui dépense le moins possible et qui réinvestit pour l'instant tous ses fonds dans l'entreprise. Voilà, je regarde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Vous pouvez également les poser par oral si vous préférez et si c'est plus rapide que de les écrire. Je regarde. Donc, vous n'hésitez pas, hein, je peux activer sans problème votre micro. Ouais, j'ai une question. Vous avez parlé tout à l'heure, Alexandre, d'une diversification future vers, sauf si j'ai mal compris, vers les femmes en termes de bracelets.
En quoi les bracelets femmes seraient-ils différents de ceux des hommes? Enfin, comment vous les imaginez? Alors, ils peuvent ne pas l'être, effectivement. C'est le cas aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit, on a quand même des clientes féminines qui commandent directement sur la boutique. On envoie de temps en temps, je poste de temps en temps des photos sur les réseaux sociaux, de photos qui m'ont gentiment été envoyées par ces clientes. Il y en a peu, hein. En toute honnêteté, il y en a peu, mais il y en a de plus en plus. Le modèle actuel est un modèle qui fonctionne très bien pour un homme ou une femme parce qu'il a un design qui est sobre et qui passe partout. Pour autant, on peut imaginer des coloris plus féminins déjà. Donc, ça peut passer par des coloris, pas forcément du rose, mais du fuchsia. Il y a plein de coloris qui peuvent aller avec des tenues féminines. Hein. Et ensuite, c'est aussi les modèles. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que… Plus étroit, c'est ça, au niveau de l'anthrax? Non, c'est surtout s'adapter à des modèles féminins, que ce soit chez Rolex, chez Omega ou dans d'autres marques. Il y a des modèles qui sont assez vendus, plutôt chez les femmes. Et on peut très bien demain imaginer, pourquoi pas faire, c'est pas une prévision, mais ça pourrait l'être. Il y a Chaumet qui fait des montres, beaucoup de montres pour femmes. Il y a Dior qui fait aussi des montres pour femmes aussi. Donc pourquoi pas s'adapter demain sur ces marques-là. Sur la gamme Rolex et Omega, il y a une très belle gamme de montres féminines également. Donc, il y a vraiment pas mal d'ouverture sur ces grandes marques-là. Donc ça va passer par la couleur essentiellement, mais on peut imaginer aussi de la matière. Peut-être qu'on peut jouer avec des fibres, des textures, des motifs qui seraient peut-être plus féminins. Des incrustations. Voilà, par exemple. Ok. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie. Je vois qu'on a un peu débordé. Donc, c'est pour ça que je vais vous laisser. Et je vous remercie encore de votre présence. Merci à Alexandre de nous avoir rejoints. Et puis, ça nous a permis de voir et de toute la gamme de produits de la toucher. On a même testé, hein, on les a mis au poignet. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Si vous avez d'autres questions, bien entendu, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos contacts chez Praxel. Et vous pouvez vous joindre peut-être également Alexandre sur ton mail, sur votre mail. Oui, Alexandre. C'est alexandre@zeland.com. Et puis autrement sur les réseaux sociaux qu'on a indiqués et qui sont présents également sur la présentation de Zeland sur Praxel pour retrouver les liens vers ma page perso, la page Instagram de Zeland et le site internet aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Merci beaucoup. J'espère qu'on a pu vous faire connaître un peu mieux ce projet et son dirigeant. Et on vous souhaite une très bonne soirée et une bonne semaine.